cœur de l'être avec Marie-Lou Brousseau. Mesdames et messieurs, bienvenue au cœur de l'être. Marie-Lou Brousseau avec vous pour la prochaine heure avec Pierre Degagné à la régie. Alors aujourd'hui, je reçois une vieille amie. Non, pas tant que ça quand même. Mais en tout cas, c'est une amie. On s'est connus durant notre adolescence. Absolument. Et je vois que depuis ce temps-là, on s'est revus bien sûr souvent. On va se vous voyez, mais on se connaît assez bien. Merci. Vous avez effectué tout un parcours. Son nom, c'est Manon Lévesque. Elle a participé au premier groupe de formation Connaissance de soi par le rêve. Et depuis 1983, elle est impliquée à l'Arc-en-Ciel, oui, à divers titres. Organisatrice d'événements, promotion, animation de l'atelier, co-auteure du livre « Et si les rêves servaient à nous éveiller ». Ça fait longtemps quand même, ce livre-là. Oui. Elle a également été directrice générale de l'Arc-en-Ciel de 2007 à 2010 et responsable du volet rêve depuis 2012. Parallèlement à son implication à l'Arc-en-Ciel, Manon complète un certificat en intervention psychosociale à l'UQAM. Elle participe à un stage clinique d'une durée de 2 ans en ethnopsychiatrie au CHUM sous la supervision du docteur José Segura. Et elle suit une formation en approche éco pendant 1 an. Elle a travaillé aussi comme intervenante en psychiatrie justice puis comme intervenante psychosociale dans un centre de crise. Et depuis 2007, elle est membre du conseil d'administration de la communauté thérapeutique La Chrysalide. Bienvenue à Radio VM, Manon Lévesque. Merci. Alors, je suis un peu impressionnée de toute la lecture. Il me semble que là, je comprends que nous sommes des vieilles amies. Des vieilles âmes, par exemple. Peut-être oui, des vieilles amies, mais surtout des vieilles âmes. C'est tout un parcours, effectivement, depuis l'adolescence. Et quand je lisais ça, je me disais que ce qui ressort très grandement dans ce long cheminement, c'est l'attrait que vous portez pour la santé mentale, mais aussi pour la dimension sacrée de l'être. Oui. Et ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis demandé, parce que, comme je disais, on s'est connus il y a très, très, très longtemps, oui, mais à quel moment c'est comme un appel, hein? On a l'impression d'un appel. On a des appels pour devenir religieux, mais je pense qu'on a aussi des appels pour être dans l'être, être dans l'âme, dans le sacré. Qu'est-ce qui a éveillé ça chez vous? Bien. C'est drôle, on pourrait dire, que ça dépend où est-ce qu'on commence la séquence. Oui, c'est ça, c'est un long cheminement. Parce que une chose en emmène une autre depuis la conception. Ouais. Mais disons qu'il y a eu des moments vraiment tournants. Par exemple, une grand-mère maternelle de qui j'étais très proche, qui était très religieuse, que l'intimité était tissée il y avait un bon Dieu qui prenait soin de nous. Et ça fait chez moi, dans les moments difficiles de l'enfance, je dirais un fil pour parler. Aujourd'hui, je dirais une partie de moi qui est la vie, mais à ce moment-là, je parlais au bon Dieu. À travers cette personne-là. À travers ça. Ça, c'est l'aspect spirituel qui s'est construit comme ça. L'aspect santé mentale, bien, moi, ma mère avait des problèmes de santé mentale sévères. Alors, c'est les deux aspects. Une réponse, je cherchais une réponse au problème de l'existence, de mon existence. Ça commence comme ça. Oui, tout à fait. Et c'est exactement pour ça aussi que vous avez œuvré aussi en ethnopsychiatrie avec le docteur José Segura. Ben, c'est une avenue qui s'est présentée. Oui, je peux pas... Tu sais, j'ai un parcours un peu atypique. Les choses se sont présentées à moi. Je travaillais en psychiatrie justice et j'accompagnais quelqu'un
Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'équipe du Dr Segura. Et j'ai été vraiment impressionnée du fait que dans une équipe de 3e ligne, on essayait de départir qu'est-ce qui était de l'ordre de la santé mentale, puis qu'est-ce qui était de l'ordre des valeurs culturelles, religieuses. Par exemple, je vais vous donner un exemple très gros, là, mais si je rencontre un jeune homme blond québécois sur Saint-Denis qui me parle, qui est Krishna, c'est pas du tout le même registre que si je rencontre un jeune homme indien élevé dans une famille indienne qui me parle, qui est Krishna. Il y en a un il n'est pas nécessairement malade. Ça peut être un appel de l'existence. Le Québécois, on peut s'attendre à ce qu'on va soupçonner plus une problématique. Maintenant, c'est gros là dire le Québécois c'est une problématique. Là, faut départir. C'est plus délicat que ça. Il y a plus d'investigation à faire que ça. On peut pas juste dire blanc ou noir. Mais c'était un peu ce qui m'a frappé dans cette équipe-là. Et écoute, moi, j'étais juste déçue que ça s'arrête là. Oui. Et Dr Segura a eu vraiment la gentillesse de me dire, mais vous pouvez rester. Bon, j'emmenais tout le volet symbolique, puis on travaillait en équipe. Puis, et j'ai fait un stage de 2 ans comme ça. Oui, parce que moi, je me souviens très bien de cette époque-là où, à chaque fois que tu me parlais de cette rencontre-là avec ce docteur Segura, il y avait quelque chose d'une fibre très humaine et en même temps, j'avais l'impression que ton cœur se dilatait à chaque fois que tu revenais de ces rencontres-là, même si parfois, ça pouvait être compliqué, ça pouvait être difficile. On s'entend qu'on parle de l'humain avec ses douleurs, ses souffrances, mais je sais que c'était un lieu où tu t'épanouissais énormément. Là, je suis revenue au-dessus, mais bon. Bien, oui, c'est vrai, je peux reconnaître ça. Vous avez raison, tu as raison. Mon Dieu, on va mélanger, hein, on va valser. Nous allons valser du tu au vous, du vous au tu. Oui. Bon. Oui, c'est vrai. C'était une découverte. Quand moi, là, si je regarde ça, je pourrais dire que ma vie s'est déroulée, le fil de ma vie s'est déroulé de découverte à découverte. J'ai découvert l'arc-en-ciel, les rêves, expérimenté 25 ans, là. Et j'ai fait une grosse partie de mon cheminement là. J'étais pas encore allée à l'université et tout. Ensuite, avec l'accompagnement, l'intervention en psychiatrie justice et en ethno, ça l'a ouvert tout un autre champ de il y a j'entendais des choses que j'avais l'expérience ou j'avais fait l'expérience à l'Arc-en-Ciel, mais nommées différemment, et ça l'a beaucoup aidé à structurer ma pensée, à avoir une vision claire, mais ça a aussi élargi ma vision des choses, tu sais. Ça m'a fait pour moi clairement, on peut interpréter le monde de tellement de manières, d'autant de manières qu'il y a de cultures. Et qu'il y a d'individus. Oui. Et c'est toujours, finalement, une tentative de répondre à ce qu'on ne voit pas, mais qu'on sait que ça existe, parce qu'on constate les faits. C'est comme le vent. On ne le voit pas, on constate les faits. On ne peut pas nier que ça existe. Maintenant, c'est le souffle de Dieu, c'est la composition chimique, on va le nommer de différentes manières. Ouais, c'est ça. Oui. Manon Lévesque, on va revenir sur ce qu'est le Centre L'Arc-en-Ciel, un centre que je connais aussi beaucoup. On va écouter Fred Pellerin, parce que je pense que le Centre L'Arc-en-Ciel, pour l'avoir fréquenté longtemps, c'est un lieu où on se dit « Amène-toi chez nous ». Oui. Fred Pellerin. Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, si tu n'as pas pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche le rire.
mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie qui te mord à chaque jour. Si tu ne peux répondre au coup qu'elle te porte, amène-toi chez nous, je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à quatre, nous trouverons le tour. Viens. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Si tu cherches à comprendre le chemin qu'il faut suivre, si tu cherches à savoir ce vers quoi tu t'en vas, si tu vois ton bateau voguer à la dérive, amène-toi chez nous, j'aurai du rhum pour toi. Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive, et peut-être qu'à ça, nous trouverons la voie. Si tu t'interroges sur le secret des choses, si devant l'inconnu tu ne sais que penser, si on ne répond pas aux questions que tu poses, amène-toi chez nous, je saurai t'écouter. La vérité m'échappe, je ne sais pas grand-chose, mais peut-être qu'à mille nous saurons la trouver. Viens, viens. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Amène-toi chez nous, et c'est ce qu'on a envie de dire aux gens, amenez-vous à l'Arc-en-Ciel, au Centre L'Arc-en-Ciel, parce que je suis en compagnie de Manon Lévesque, et qui est responsable du volet Le Rêve, évidemment, au Centre L'Arc-en-Ciel. Et cette chanson de Fred Pellerin, elle est très touchante. Mais en fait, c'est une chanson de Jacques Michel, interprétée par Fred Pellerin. Et il dit, si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Et je me dis, comment Manon Lévesque a trouvé cette lumière qui émane de l'arc-en-ciel? Comment est arrivé l'arc-en-ciel dans ta vie? C'est arrivé, j'étais avec un conjoint à ce moment-là qui s'occupait des rêves. En fait, on travaillait, non? On travaillait, je répondais non. Une petite question. Il semble qu'on a entendu un petit non. Non, c'était ma deuxième relation. Jacques, c'était ta deuxième relation, d'accord? C'était ma deuxième relation. Et c'est ça, il travaillait les rêves avec les enfants et tout, et c'est dans cette époque-là que j'ai réalisé que les rêves, c'était vraiment précieux. Et c'est lui qui a découvert l'arc-en-ciel. En fait, l'arc-en-ciel n'était pas né encore, mais il a découvert la fondatrice de l'arc-en-ciel, Rose Pinault, qui donnait déjà des ateliers sur les rêves à ce moment-là, et je suis allée à un de ces ateliers-là. Pour moi, la découverte, ça a été de m'exprimer. J'étais, je crois que vous pouvez vous souvenir que je laissais pas tellement de spontanéité sortir
Les choses étaient réfléchies, je parlais pas beaucoup. Exprimer mes sentiments, c'était pas facile pour moi. Et ça a été la découverte à travers les rêves d'avoir accès à ce que je ressentais, aux émotions qui étaient là et de pouvoir les nommer. Ça a été vraiment ça. Et la grande liberté. Je dirais que la force de la fondatrice du Centre Rose Pinault, c'était la grande liberté qu'elle laissait aux gens qui l'entouraient. À travers les rêves, mais à travers l'expression de ça, il y avait un pont entre la vie de nuit et la vie de jour. Tu sais, le monde onirique, c'était clair. Et ça l'a permis pour moi de me découvrir, d'être accueillie. Parce que moi, je me croyais folle. Ben, tu sais, je venais d'un milieu qui avait été difficile, où il y avait des problèmes de santé mentale. Je me comparais aux autres, ce qui était un peu normal. Je pense pas que j'étais anormale de le faire, mais ça faisait que je me trouvais différente, donc différente, pas normale. Tu sais. Et j'avais peur de la folie. Et les rêves et cet accompagnement-là avec Rose Pinault, les 2 ans de formation, tout le cheminement qui a été offert à l'Arc-en-Ciel m'a permis de m'exprimer et de valider que on peut vivre, être différent, ressentir. On ne ressent pas toute la même chose comme humain, bien qu'il y a des choses on vit dans des mondes différents, en fait. Nos mondes intérieurs sont différents. Et en même temps, il y a quelque chose de très semblable du fait qu'on est vivant. Alors, c'est ça qui a été la découverte à l'Arc-en-Ciel. Bon, je connais un peu les débuts, évidemment, de l'Arc-en-Ciel. C'est Rose Pinault et André Lévesque qui ont fondé l'Arc-en-Ciel. Oui. Oui. Mais comment ça s'est fait? En fait, il y a eu la formation avant, parce que tu sais, ce que je te dis, ce que je vous dis ou je te dis des débuts. Tout est beau. Tout est mélangé. Et tout est correct. Mais ce que je dis des débuts, l'Arc-en-Ciel n'était pas encore né. Il y a eu une formation, tu sais, Rose a donné des ateliers à ce moment-là. Au Lotus. Mm-hmm. Et les ateliers, les gens, on retournait faire l'atelier 10 fois, 15 fois, 20 fois, tellement, tu sais, juste pour ressentir ce mouvement de vie-là, puis la liberté qu'il y avait là, puis l'enthousiasme, puis la passion de regarder dans nos rêves. Puis mais il y avait tout aussi la notion de la symbolique, qui n'est pas genre, si tes dents tombent, il va arriver telle chose. Non. C'est quelque chose de tellement plus subtil et relié à l'âme. On se laissait le ressentir, on découvrait, tu sais, on voyait qu'est-ce que ça voulait vraiment dire pour nous personnellement, là, tu sais. C'était vraiment une époque... ça a été une deuxième naissance pour moi, vraiment. Oui. Et j'ai commencé la formation parce que les gens, on en demandait plus. Ça l'a emmené Rose à créer une formation de 2 ans. André a suivi. Puis, et dans cette formation-là, là est né le rêve d'un endroit où on pourrait vivre à partir de nos rêves, tu sais, les décortiquer, créer, tu sais, comme vraiment un endroit pour faire de la recherche sur nous-mêmes à partir des rêves. L'idée, le rêve de départ, ça pouvait même ressembler à une commune, un village de rêveurs, tu sais, où tout serait décidé par les rêves. Puis ça finit par un organisme qui s'appelle l'Arc-en-Ciel. Et qui a une branche aussi à Sutton. Oui. On a une place à Sutton où on offre du ressourcement. Mm-hmm. Mm-hmm. Et là, dans l'Arc-en-Ciel, donc en gros, c'est un centre de réalisation de soi à travers le rêve. C'est ça? C'est-à-dire que le rêve... Il y a d'autres activités, bien sûr. Il y a d'autres choses qui sont offertes à l'Arc-en-Ciel, mais l'outil principal, c'est le rêve. Le rêve, parce qu'on rêve, dans le fond, autant le jour que la nuit, tu sais.
Et le rêve, c'est un outil vraiment là, précieux pour se connaître. Comment, par exemple, j'imagine les auditeurs se dire, bon, moi, je rêve pas. D'abord, on rêve tous. Et comment se souvenir de ces rêves et comment on peut, j'aime pas le mot analyser, comment on peut les vivre, les voir dans ce qu'ils ont à nous offrir à travers la symbolique? Bien, il y a plusieurs questions de poser, mais je dirais, quand on parle du rêve, dans le fond, on vit toujours dans un univers de symboles, mais on ne le sait pas. Tu sais, si on fait le tour de... les auditeurs peuvent l'essayer, là, juste qu'est-ce qui nous entoure. Si on fait le tour puis qu'on regarde, chaque chose qu'on a dans notre maison, on l'a, nous rappelle un souvenir, un quelque chose et tout. Mais on n'a pas cette impression-là quand dans le quotidien. Mais on est toujours dans un univers de symboles. On promène, tu sais, on voit quelque chose, ça laisse une impression, ça nous rappelle un souvenir. Et puis là, tout d'un coup, on se rend compte qu'en prenant notre marche, on n'est plus dans nos pas, on est dans le souvenir que ça a réveillé. On transporte notre monde intérieur. Simplement qu'au quotidien, quand je me réveille, tu sais, quand le jour, j'ai pas l'impression de rêver. J'appelle ça la vérité, ma réalité, tu sais. Et je crois que je suis dans le monde. Alors, je réalise pas que je suis dans mon monde. Tandis que l'avantage avec le rêve de nuit, c'est que quand je me réveille le matin, je le sais bien que le lion, il n'était pas vrai, il ne me courait pas après, que ce n'est pas un danger réel. Parce que je me suis réveillée. Mais le jour, je ne me réveille pas. Et c'est là que les rêves, pour moi, ont été un grand privilège. Les rêves ont été vraiment un outil qui m'ont emmené à changer ma vision du monde, à me connaître davantage, et ont emmené autant des réponses à mon quotidien que des réponses à mes réponses existentielles. Qui je suis, c'est quoi un rêve, c'est quoi la réalité. C'est toutes des choses que j'ai expérimentées en rêve et que j'ai pu mettre à l'épreuve de la réalité le jour. Et Manon Lévesque, quand tu parles des rêves, il y a des gens qui se disent, oui, mais moi, je rêve, ou j'ai l'impression de ne pas rêver. Je me réveille, puis moi, je dors jusqu'au lendemain matin, rien s'est passé, sinon quelques agitations. Comment les gens peuvent se souvenir de leur rêve pour justement pouvoir faire ce cheminement dont tu parles? Bien, ça, c'est une de vos deuxièmes questions. C'est mon trio. Bien, une des choses, d'abord, s'y intéresser. S'y intéresser, parce que tout le monde rêve, de 5 à 7 rêves par nuit. On dit, c'est vrai, là, je l'ai calculé en secondes, en minutes et en années. Sur une nuit, c'est sur une moyenne de 8 heures de sommeil par jour. Il y a 20% qui sont rêvés. Donc, à 60 ans, on a rêvé 5 ans. J'ai mon 5 ans. J'ai mon 5 ans fait. Oui. Alors, tu sais, ça fait. Tu sais, à nous deux, on a 120 ans de rêve. Non. Alors, ça fait. Non, là, t'as exagéré un petit peu. Vous avez exagéré un peu, quand même. Oui, quand même, exagéré. Mais quand même, on a quand même un peu. Oui, on a de l'expérience, disons-le. Oui. Alors, on rêve. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en souvient? Il y a des gens qui sont plus portés à s'en souvenir, d'autres moins, ça de fait, mais il y a aussi l'intérêt qu'on y porte. Tu sais, c'est sûr que si je me réveille le matin avec le cadran, je suis pressée, j'ai 15 minutes pour arriver au coin de l'autobus entre mon lever. Il y a des gens vraiment qui se donnent vraiment peu de chance, là, tu sais, le matin, là, tu sais pas. Alors, si, j'ai pas le temps de m'en occuper parce qu'un rêve, c'est un peu comme un nuage, là. Tu sais, c'est fluide.
assez fluide, c'est vaporeux. Hein? Si je reste pas dans la sensation un petit peu, si je me donne pas les conditions pour l'écrire, pour m'en rappeler, pour me laisser ressentir un peu le feeling, l'atmosphère avec lequel je me réveille, mais ça s'échappe, il s'échappe. Il y a des périodes aussi où on s'en souvient davantage, des périodes, je remarque pour moi, des périodes où mon questionnement est plus intense, où je vis des choses plus émotives, plus intenses, des périodes de traumatisme aussi. Ça peut faire augmenter le souvenir des rêves et tout. Les cauchemars. Les gens, souvent, les rêves ont mauvaise presse aussi parce que les gens s'en souviennent parce qu'ils ont fait un cauchemar, tu sais. Et alors, ça fait qu'il y a des gens qui viennent nous voir à l'Arc-en-Ciel pour arrêter de rêver, pour arrêter de se souvenir de leur cauchemar. Ils sont très surpris d'apprendre que c'est tellement... oui, au contraire. Il y a un avantage à s'en souvenir. Si on fait quelque chose avec, je les comprends aussi que s'ils font juste se réveiller puis être dans une émotion cauchemardesque, je comprends qu'on veuille que ça s'arrête. Mais une des meilleures manières que ça s'arrête, c'est d'être accompagné à faire face, puis à utiliser l'énergie des cauchemars. Il y a toujours un cadeau dans les cauchemars. Oui. C'est sûr qu'on ne le voit pas nécessairement non, tout de il y a des fois que les cadeaux sont enveloppés avec quelque chose de rébarbatif. On va rêver mieux avec Daniel Bélanger, tiens. Ah oui, sûrement. Tu me demandes qui je suis. Je suis de n'importe où. Tu me demandes où je vais. Je vais très bien. La question idiote, réponse idiote, apprends la leçon. Tu me demandes combien je fais. Savoir ce que je n'ai même pas. Alors va-t'en. Tu ne demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Comment je vais? Je vais dans une vieille auto. Tu me demandes où j'irai. J'irai là où il fait chaud. Plus chaud qu'en hiver, loin du polaire, avec en mon cœur des êtres chers. Mais tu me fais parler avec. Tu me demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Tu me demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Rêver mieux.
rêve mieux avec notre ami Manon Lévesque qui est à l'Arc-en-Ciel, au Centre de réalisation de soi, l'Arc-en-Ciel, et on parle évidemment de rêve et de rêve. Je connais l'équipe, évidemment, qui est là-bas, mais j'aimerais ça qu'on en parle parce que c'est des gens qui sont là depuis, tu parlais de 60 ans tantôt, ça nous a vieilli énorme, mais je me dis, ça fait quand même un bon bout de temps. Oui. Et les gens comme Claude Deloche, Julien, Katia, Suzanne sont tous encore là. Suzanne Prévost, Katia Daudelin, Julien Blackburn, oui, c'est tous des membres de l'équipe, des gens des premières années de formation qui entouraient Rose Pinault et André Lévesque. Et André Lévesque. Oui. Et j'aimerais ça qu'on parle de... Bon, là, on parle d'un centre qui est dévoué au rêve. Qui est dévoué à accompagner les gens dans la recherche de mieux-être. À travers les rêves. De quête de sens, puis dans l'écrit spirituel, puis dont l'outil principal est les rêves. Il y a plusieurs activités qui sont à l'Arc-en-Ciel, dont entre autres un séjour silence. Oui. À Sutton. Donc, on avait parlé tantôt de Sutton. Donc, ça s'appelle l'Étoile à Sutton. Ça s'appelle toujours l'Étoile, j'imagine? Non. Ah, il y a des changements. Non, ça s'appelle... Il y a juste... il y a eu dans le parcours de l'Arc-en-Ciel, il y a eu différentes étapes. Ouais. Nous avons ramené tous les organismes là que dans le parcours on a eu besoin à un moment donné d'un centre de ressourcement qui était l'Étoile à ce moment-là. Il y avait eu autre chose de créer pour les 50 ans et plus. Alors on a tout ramené sous la bannière de l'Arc-en-Ciel. Et maintenant c'est l'Arc-en-Ciel Centre de réalisation de soi et on a une place à Sutton. Et une place à Montréal. D'ailleurs, est-ce qu'on a les coordonnées si on veut que les gens téléphonent ou aient des informations? Absolument. Site web, etc. Le site web, l'arc-en-ciel.org. Oui, alors, je ne pourrais pas vous le dire pour l'instant, mais on va le trouver tout à l'heure. On va le trouver. Mais de toute façon, on met l'Arc-en-Ciel, Centre de réalisation de soi, et on trouve. Oui. Mais le téléphone, c'est le 514-335-0948. Encore une fois. Le 514-335-0948. Si on appelle à ce numéro-là, on va avoir toute l'information nécessaire. Il y a toujours quelqu'un qui répond. Et on peut le redire, mais plus tranquillement. Ah, c'est bon. Parce que les gens vont aller chercher leur papier, puis on va écrire le numéro. Ah, bien justement, aller chercher un papier, un crayon, tu sais, si je reviens à la question de comment peut se souvenir de nos rêves, c'est un bon exemple. On peut garder notre cahier proche de notre table de chevet et commencer à s'apprivoiser, au moins à écrire comment on se ressent. Et comme j'ai dit ça, on a eu le temps d'aller chercher le papier et le crayon. Voilà. Je reviens au numéro de téléphone, le 514-335-0948. Voilà. Alors ça, c'est pour les gens qui veulent avoir plus d'informations. Et il y a aussi des portes ouvertes parfois. Hein? Oui, on a les portes ouvertes à l'Arc-en-Ciel à chaque début de saison. Et la saison, ça serait en janvier, là? C'est en janvier, oui. Donc, on a des séjours silence, donc du 29 novembre au 1er décembre, donc c'est très bientôt. Oui. Et ça, c'est à Sutton. C'est à Sutton. Mais on s'inscrit à Montréal? Comment on peut appeler à Montréal et on va avoir le numéro à Sutton, ou on peut appeler directement à Sutton au 450. Parce que 538-0333. Parce que là, j'imagine que les gens, vous avez vos papiers, vos crayons. Oui. Je vais le redire une deuxième fois. Le 450-538-0333. Il y a un événement qui me semble fort intéressant. C'est la célébration du solstice d'hiver le 21 décembre. Oui. On n'a pas l'impression en ce moment que ça va être le 21 décembre. On a l'impression d'être carrément dans l'hiver. Mais il y a quand même une célébration qui va se faire à 15h30 à Montréal. À Montréal, qui va être animée par Katia Daudelin. À chaque saison, au solstice et aux équinoxes, à chaque saison, on fait une célébration. Dans les moments forts de l'année. Oui. Et c'est toujours un moment que les gens apprécient, qui est bon. Et c'est bon, avant le temps des fêtes, de se donner un moment d'arrêt pour se relier à plus grand. Oui. Et aussi, au jour de l'an,
Du 30 décembre au 2 janvier, à Sutton, un séjour en nature. Oui. Ouais. Oui. Le séjour repos, c'est sûr qu'il y a 185 acres de nature à Sutton. Et une nature qui n'a pas été domestiquée. Alors, oui, c'est beau. C'est beau. C'est beau avec de l'eau, une chute de la forêt. C'est vraiment beau. Est-ce qu'il y a toujours une piscine? Il y a toujours une piscine chauffée. C'est toujours très intéressant, ça. Oui, il y a toujours une piscine chauffée. Et c'est vrai. Avec des grandes fenêtres, on voit dehors la neige tomber. On est au chaud dans l'eau. Ça fait du bien, effectivement. Pour revenir aux rêves, parce que c'est sûr que c'est un sujet qui, longtemps, pour avoir été aussi à l'Arc-en-Ciel, m'a pas préoccupé dans le sens négatif du terme, mais je me suis rendu compte que quand on dénoue, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qu'on dénoue, par exemple, on parlait d'un cauchemar, d'un lion qui nous court après, puis dans le fond, dans la réalité, il n'y en a pas, là, mais le lion peut représenter une part de nous qui nous menace, dans laquelle on se sent menacé. Oui. Et ce que j'ai trouvé fort intéressant dans ces ateliers-là, c'était d'être capable d'abord de regarder le rêve, d'être capable, parce que ça, c'est la première étape. Parce que souvent, le cauchemar ou même des rêves un peu qui nous troublent un peu, on a envie de les écarter puis on se dit, je vais continuer ma vie. Sauf que ce rêve-là ou ce cauchemar-là, dans la journée, on a l'impression qu'il nous agit encore, qu'il est toujours présent. Et des fois, on peut faire la vaisselle, puis on a l'impression que le rêve revient. Absolument. Puis je vous trouve bien chanceuse si vous en gardez l'impression, parce que souvent, on le met de côté, puis on passe par-dessus et on a l'impression que c'est fini, alors qu'il nous agit à notre insu. C'est ça. Oui, si on le dénoue en rêve, c'est dénouer le jour. Et ça, c'est ça pour change. moi là, c'est une évidence. C'est des expériences que j'ai eues. Moi, j'étais un peu, je sais pas si vous pouvez vous souvenir de moi, que j'étais sceptique et peureuse. Sceptique et peureuse et méfiante. Alors, il y a plein de choses que j'ai expérimentées en rêve. Et parce que je les ai expérimentées en rêve, ça s'est fait naturellement le jour. Oui, c'est ça. Oui. Mais ce que je trouve intéressant, c'est un rêve particulier que j'avais vécu, je ne le raconterai pas, mais un rêve intense. Oui. Et après l'avoir justement dénoué, l'avoir regardé, avoir pris le temps d'intégrer la symbolique qui était là, c'est fou. Je pense que 2-3 semaines plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait un comportement que je vivais de peur qui s'est aussi dissous dans la vie de tous les jours. C'est comme ça que ça se passe. Et ça a été un choc. De réaliser, parce qu'on pense toujours parce que souvent on va dire que les rêves, c'est juste l'expulsion de ce qu'on a vécu de négatif ou même de positif dans la journée, c'est tout. C'est le grand ménage la nuit pour revenir un peu plus solide le lendemain. Mais moi, je me rends compte que beaucoup de gens se rendent compte, particulièrement à l'Arc-en-Ciel, que ça joue un rôle majeur dans notre vie si on prend le temps de s'y attarder un peu et de le regarder, et même avec d'autres personnes qui, eux, peuvent avoir peut-être un regard différent qui nous... on ne prend pas leur regard. Non. L'idée n'est pas de prendre le regard de l'autre, mais d'entendre. D'entendre. Bien, oui. Mais j'aime ça que vous emmenez ça parce que c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Effectivement, si je dénoue quelque chose, si j'apprends à faire face, par exemple, à un monstre en rêve, tu sais, mais j'apprends à traverser la peur, la terreur que je vis ou l'inquiétude que je vis. Il n'y a jamais quelque chose qui va me faire aussi peur dans le quotidien là, qu'un monstre. Mais je ne le ressentirai pas de la même manière, de la même façon. Alors, si je fais face... je rêvais, il y a plusieurs années, je rêvais d'un homme qui était dans une voiture avec des yeux rouges. Et je regarde l'homme et je me rends compte que de ses yeux, il sort du poison. C'est comme de l'acide. Et là, l'acide arrive à quelques millimètres de mon corps, puis moi, je cours, tu sais, puis là, je suis angoissée, puis je chauffe ma peau, puis j'ai de la misère à courir rapidement. On imagine un peu la terreur qui est là. Et c'est sûr que
imagine juste ça, là. Si je me retourne de bord dans le rêve, puis que je peux faire face à ce danger-là, puis demander à cet homme-là qu'est-ce qu'il vient faire, tu sais, parce que... Là, est-ce qu'on parle du rêve lucide ou on parle du lendemain? Parce qu'il y a le rêve lucide aussi. Il y a le rêve lucide aussi. Dans lequel on peut intervenir pendant le rêve même. Absolument, c'est vrai aussi. Et commencer à s'en occuper le lendemain prépare au rêve lucide. Si je développe l'habitude et la conscience du rêve, puis de vraiment m'occuper de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce que j'y trouve dans le rêve, puis que je développe l'habitude de l'emmener dans le quotidien, tu sais, de faire le lien avec le quotidien. Puis à l'Arc-en-Ciel, c'est comme ça qu'on travaille aussi. C'est pas juste les rêves pour s'amuser, c'est pour rendre notre quotidien plus satisfaisant aussi. Et plus conscient. Plus conscient. Plus satisfaisant pour moi veut dire plus conscient. D'accord. Alors, c'est avec la conscience de soi, la conscience de ce que je fais, de ce que je ressens, de ce que je vis, que je peux répondre de manière plus satisfaisante à mes besoins. Alors, si je fais ça le jour, que je ramène ça le jour, bien, la nuit, oui, ça peut arriver et c'est souhaitable que je me réveille dans le rêve et que je réalise que je suis en train de rêver. À ce moment-là, quand je réalise que je suis en train de rêver, il y a tous les possibles parce que dans le monde du rêve, bien sûr, je ne suis pas soumis aux mêmes lois que dans le quotidien. Alors, dans des rêves lucides, j'ai pu expérimenter c'est quoi vraiment faire une chute. Des rêves d'angoisse, aller jusqu'à l'angoisse, là, tu sais, puis... alors, tu sais, mais j'ai pu faire ça parce que je savais que j'étais en train de rêver. Et je choisissais, comme je savais que je rêvais qu'il n'y avait pas de danger, je choisissais de me laisser porter ça jusqu'au bout du mouvement, là. Et au réveil, est-ce qu'il y a l'impression d'avoir accompli, j'aime pas tellement le mot, d'avoir traversé un voile qui est dans notre vie diurne? Dans le rêve conscient, ça dépend toujours de notre recherche. Hein. Il y a des gens qui font des rêves conscients, puis ils vont faire, puis c'est correct aussi, ils vont faire des expériences de s'envoler, puis c'est correct, c'est beau, c'est vraiment bien, puis c'est beau, puis c'est correct d'explorer et tout. Mais ça peut aller plus loin que ça. Ça peut aller jusqu'à vraiment guérir une blessure ou aller au bout de ce qu'on porte en soi. Par exemple, c'est avec des rêves lucides que je me suis répondu à la question « Qu'est-ce qu'un rêve ?» quand on a écrit le livre. Oui. Et si les rêves nous éveillaient, je pense que... Oui, servaient à nous éveiller. Et si les rêves servaient à nous éveiller. Mais, tu sais, c'est dans un rêve lucide. J'en ai fait toute une série à ce moment-là parce que j'avais un chapitre sur les sortes de rêves et j'étais vraiment obsédée, disons-le, par l'idée de quoi on parle. C'est les rêves d'abandon. Tu sais, oui, on lit bien des choses sur les rêves d'abandon. Oui, je peux dire je me sens abandonnée, mais c'est quoi exactement, tu sais, toutes ces émotions-là, toutes ces Mais en même temps, c'est pas parce que on veut faire un rêve lucide que ça se produit nécessairement. Il y a quand même un processus. Non. Et il y a une démarche aussi de conscientisation du rêve. Même, je sais qu'il y a eu des recherches, par exemple, avec le chercheur Antonio Zadda sur l'utilisation, ou même Tori Nelson, il me semble Tori Nelson aussi, sur l'utilisation des rêves lucides dans le mot m'échappe, là, mais en lien avec les chocs post-traumatiques. Okay? Et ils ont appris à des gens à se réveiller en rêve, puis à faire face, etc. Il y a eu des recherches là-dessus. Mais au départ, de toute façon, ces gens-là, ils étaient motivés par ce qu'ils vivaient, puis ils portaient une recherche. Je regarde pour moi-même, quand j'ai fait des rêves lucides, ils sont
pas venus de nulle part. Ils sont venus, tu sais, après des semaines d'avoir porté un questionnement intense. Après, tu sais, je voulais pas compter de mensonges dans le rêve, dans le livre. Alors, j'avais l'idée d'expérimenter tout ce que j'écrirais. Et ça m'a porté, là. Je suis restée sur les mêmes questions des semaines de temps. Ouais. Et ça l'a emmené toute une série de rêves lucides que dans le rêve, je réalisais, je suis en train de rêver, puis ça, c'est la réponse à ma question. Mais donc, je peux me laisser le ressentir, il n'y a pas de danger, c'est pas vrai que je vais mourir, c'est pas vrai que je t'ai abandonné. Et ça l'a changé pour moi ma vision de moi-même, de la vie, mais même des émotions que je porte. Ouais. Parce que pour moi, il y a la Manon d'avant et la Manon d'aujourd'hui. Okay. Je vois vraiment une grande évolution chez Manon et c'est merveilleux parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps que c'est comme si je vois le chemin de ce que le rêve a parcouru à travers toi pour éveiller cette espèce d'aura d'harmonie, je dirais, de plus d'harmonie dans ta vie. Ça, c'est une perception, on s'entend, là. Oui, oui. Mais c'est ce que je vois. Bien. C'est une perception. En même temps, elle part de quelque chose de vrai. Si je regarde ma vingtaine, tu sais, mes 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça fait que, puis si je regarde maintenant, ben oui, il y a eu un avant et un après. Un avant le livre, c'est au livre vraiment, et c'est en rêve que ça a commencé vraiment à re-questionner quelle est la réalité puis qui je suis moi dans ce monde-là. Oui, exactement. On va faire une quête avec Jacques Brel et on revient, Manon Lévesque, pour parler encore des rêves. Merci beaucoup. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. Alors voilà, de retour avec Manon Lévesque qui travaille. Moi, j'aime pas ça travailler, non. On va dire qu'elle elle œuvre à l'Arc-en-Ciel au Centre de réalisation de soi. Et je me demandais, quand je t'écoutais parler tout à l'heure des rêves, évidemment, est-ce qu'à travers les rêves, on peut aussi... Puis là, je dirais pas le mot gérer, là, mais est-ce qu'on peut aussi voir, comprendre, saisir, approcher tout ce qui est de l'ordre de la crise, que ce soit spirituelle, humaine, peu importe?
Ah, c'est une bonne réponse. C'est court comme ça. Hein? Bien, mais encore. Mais je vais donner un petit peu une définition un peu de qu'est-ce que j'appelle crise spirituelle. Oui. Parce que c'est un mot aussi qui est galvaudé puis qui est utilisé. Mais pour nous, à l'Arc-en-Ciel, une crise spirituelle, c'est, dans le fond, on est plusieurs, on est souvent en crise spirituelle et sans le savoir. La vie au-dedans, là, celle qui était là depuis notre conception, à notre naissance, qui fait qu'on a grandi, qu'on apprend, qu'on est stimulé, ce mouvement de vie-là, je dirais, il cherche toujours à pousser et à prendre la place qui lui revient. Et c'est toujours sous tension un petit peu avec qu'est-ce qu'on imagine qu'on doit faire dans le quotidien pour gagner notre vie, être des bons parents, imaginer tout ce qu'on essaie de faire pour être bien, pour répondre à l'idée qu'on a de ce qu'on devrait être. Et ça, c'est différent que d'être ce qu'on est véritablement. Et c'est comme on laisse peu de place à ça, mais on finit par être en crise, puis une crise de sens, une crise existentielle. Et on peut pas, ça se répond pas par avoir changé de travail, avoir même une nouvelle relation, ça se répond pas comme ça. Parce que c'est un cri, c'est un long hurlement du cœur à l'intérieur qui nous demande rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de qui je suis. Et moi, ce cheminement-là, je l'ai fait à l'Arc-en-Ciel et à travers mes rêves. C'était la seule chose au départ qui faisait que je pouvais avoir confiance. Parce que je me disais, mais les rêves, c'est moi qui rêve. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui rêve à ma place. Puis le sens, quand je le trouve, c'est en dedans que ça fait, ben oui, c'est ça, c'est clair. Alors, c'est au-dedans. Et ça m'a fait confiance. À travers ça, j'ai eu le grand privilège d'être avec Rose Pinault et André Lévesque. Et mes amis de maintenant qui sont restés dans l'équipe, mais c'est avec tous ces gens-là que j'ai appris à créer des liens, à faire confiance et à élargir la confiance et de ce fait-là, me connaître mieux, me connaître en relation. Et c'est les relations qui nous aident à se connaître aussi. Tu sais, tout seul chez nous, on n'a pas trop de problèmes, mais quand on rentre en relation, on se révèle à nous-mêmes. Et c'est tout ça, pour moi, ça s'est fait à travers les rêves, à travers ce cheminement-là, à l'Arc-en-Ciel. Alors, oui. Et ce qu'on continue à faire, à l'Arc-en-Ciel, c'est d'accompagner les gens qui sont dans cette recherche de sens-là. Et dans les ateliers, par exemple, si une personne veut s'inscrire, oui, à quoi elle doit s'attendre? Elle doit s'attendre à faire, à entendre des enseignements qui sont en lien avec les exercices proposés. Elle doit s'attendre à expérimenter des choses pour pouvoir se connaître mieux. C'est pas des cours magistraux, c'est vraiment des expériences, entrer dans un processus qui fait que on se connaît mieux et on fait des pas, c'est un peu comme un laboratoire, tu sais, on voit nos manières habituelles de faire, mais on a aussi l'opportunité d'essayer d'autres choses, d'expérimenter d'autres choses dans un milieu sécuritaire, puis bien accompagné par des gens qui sont toujours en quête. Ah, Manon Lévesque, merci tellement de ta présence ici dans notre grand studio. C'est toujours un bonheur de te revoir. Ici ou ailleurs, c'est un grand plaisir parce que je vois cette recherche de mieux-être qui grandit en toi. C'est beau. Merci. J'aimerais ça peut-être qu'avant de nous quitter, nous donner peut-être encore les numéros de téléphone de l'Arc-en-Ciel. À mon rythme lent, rapide, le Montréal, le 514-335-0948 et à Sutton, le 450-538-0333. Merci beaucoup, Manon Lévesque, et aussi un gros merci à Pierre Degagné, à la régie, toujours fidèle à tous les jeudis soirs. C'était Marie-Lou Brousseau, je vous dis à la semaine prochaine.
Laisse-la rêver, regarder dans le ciel les étoiles dorées, les jours de grand soleil. Laisse-la rêver qu'elle peut voler plus haut, même si elle en veut trop. Voir le monde d'un oiseau, c'est beaucoup plus beau. Laisse-la rêver à sa façon, laisse-la danser son berceau d'illusions, briser son cœur pour un garçon, un oui ou un non. Laisse-la monter jusqu'aux étoiles, et si elle retombe et se fait mal, tends-lui les bras, dis-lui tout bas, tu peux compter sur moi. Laisse-la partir, oublie le temps qui passe. Souviens-toi qu'à son âge, la vie est un beau grand voyage. Laisse-la partir, mais dis-lui que tu l'aimes sans trop la retenir. Laisse-la rêver à sa façon, laisse-la danser ce berceau d'illusions, briser son cœur pour un garçon, un oui ou un non. Laisse-la monter jusqu'aux étoiles, et si elle retombe et se fait mal, tends-lui les bras, dis-lui tout bas, tu peux compter sur moi. Laisse-la